Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire organisé par ADN. Donc, je suis Gaël Caron, ingénieur chez ADN. Je serai accompagné pendant ce webinaire de Philippe Baron, donc le dirigeant d'ADN, et Adam Bouastine aussi, un autre ingénieur qui vous fera toutes les démonstrations techniques. Et donc, ce webinaire aujourd'hui va traiter d'une problématique que l'on rencontre souvent avec nos clients et qui nous demande beaucoup de réflexion, la conformité, l'intégration continue dans le cloud et la gestion de l'architecture. Donc voilà, donc on va parler de ces trois piliers d'une application GXP, donc sous réglementation forte dans le cloud, la conformité, l'intégration continue et la gestion de l'architecture. Donc ce webinaire, il va se dérouler en 6 parties. On va essayer de le garder en 1 heure, même si je pense que ça va être relativement difficile. On va commencer par faire une petite introduction, de vous rappeler un petit peu ce qu'on a fait auparavant. Ensuite, on va regarder ensemble l'architecture qui sera un peu le fil conducteur de notre réflexion aujourd'hui. Ensuite, on regardera des méthodologies de déploiement et notamment le déploiement d'architecture à partir de modèles, à partir de templates, à partir de code, qui est désormais la norme pour la gestion des architectures cloud et qui demande évidemment d'être connu pour être maîtrisé d'un point de vue de la qualité et produire les preuves des qualifications d'installation. Donc ça sera un de nos sujets. Ensuite, on ira regarder ensemble comment mettre en place, en tout cas, cet outil très intéressant dans le cloud qui est des outils de conformité continue, donc la mise en place de règles qui vont assurer la conformité continue de notre environnement. Ensuite, on fera une partie sur le CI/CD, donc le Continuous Integration, Continuous Deployment, qui sont les méthodes de travail des ingénieurs du soft désormais, et qui pose un certain nombre de questions sur la façon dont on les gère d'un point de vue de la qualité et de la façon dont on récupère aussi les preuves de test. Et donc ça sera notre sujet. Donc ça sera probablement le sujet le plus technique. Et enfin, on finira sur ADN et les offres ADN. Ici rapidement, un petit historique des webinaires. Donc c'est surtout pour vous rappeler que si il y a des webinaires ici qui vous intéressent, nous on a les replays et les enregistrements donc de ces webinaires, donc qu'on peut partager avec vous avec plaisir. C'est aussi pour montrer que depuis à peu près 2 ans, ADN s'est penché sur ce sujet un peu brûlant de l'industrie pharmaceutique et du dispositif médical qui sont plutôt les problématiques de DevOps et les problématiques de cloud, de la gestion des infrastructures cloud, la qualification de ces infrastructures, etc. Donc, on a évolué aussi avec le marché, avec les besoins et avec en partie ce que disait Philippe tout à l'heure, c'est-à-dire la crise Covid là qui de plus en plus demande aux industries de se digitaliser fortement. Et donc, du coup, nous avons suivi cette tendance et essayé de proposer à chaque moment une approche, une réflexion et des outils opérationnels pour traiter ces sujets-là. Donc, en tout cas, sur ce diapo-là, s'il y a des sujets qui vous intéressent, que vous avez raté les webinaires, vous pouvez nous les redemander ils vous seront partagés avec plaisir. Voilà. Donc là, je propose de commencer et de rentrer dans le dur. Pour ceux qui ont déjà participé à certains de nos webinaires, ils savent déjà de quoi on va parler. C'est un peu notre façon de démarrer l'ensemble des webinaires, puisque la première question qu'ils se posent
à vous et à nous, quand on commence à travailler avec des fournisseurs d'infrastructures de ressources dans le cloud, c'est qu'est-ce qui se passe au niveau de mes responsabilités. Et donc, il faut savoir que pour, en tout cas, les trois majeurs fournisseurs cloud qui sont AWS, Azure et Google Platform, le modèle de responsabilité, donc il est dans leur SLA et il est toujours le même. La responsabilité du fournisseur, c'est les services qu'ils appellent Foundation Service. En gros, ce sont le hardware. Donc, eux, ils sont responsables de la gestion de leur data center, donc qui peuvent être placés dans plusieurs régions du monde. Donc, vous devez choisir la région sur laquelle vous voulez vous appuyer, puisqu'il y a aussi des règles et des lois qui ne sont pas les mêmes en fonction des régions. Les domaines, donc les zones ou zones de disponibilité de ces régions qui vont être en fait les data centers effectifs des cloud providers. Et donc en fait, eux, leur responsabilité, c'est de mettre en place des machines, de les sécuriser, mais d'un point de vue hardware, c'est-à-dire que personne n'entre et ne sorte chez eux sans autorisation, etc. Et de mettre à disposition des ressources qui répondent avec un certain niveau de fiabilité. Donc ces niveaux de fiabilité, ils sont tout le temps rappelés dans leur service agreement. Et donc finalement, vous ne vous occupez plus de la disponibilité des machines, de l'accès physique aux machines, etc., de la redondance, par exemple, des machines pour si, je ne sais pas, un data center a un problème, etc. Mais par contre, on vous renvoie, en tant qu'utilisateur de ces services-là, à une autre type de responsabilité qui est que vous devez gérer toute la partie applicative et gestion des données, accès aux données et flux de données d'un point de vue software ou applicatif ou logiciel. Et donc, vous vous retrouvez en tant qu'utilisateur de ces outils-là à devoir vous-même faire attention à vos applications, à ce que vous déployez, à la gestion de votre réseau, de la sécurité réseau, à la gestion des accès, d'accord, puisque vous pouvez donner des accès à n'importe qui, a priori. Donc, c'est vous qui êtes responsable de la façon dont vous gérez les accès, les droits et les permissions qui vont être associés à ces accès. Aussi, c'est vous qui êtes responsable de l'encryption des données, par exemple. Si vous avez des données qui doivent être encryptées, bah, c'est de votre responsabilité, et donc aussi du flux de données qui va passer entre vos différentes ressources. Et puis bien sûr, tout ce qui est plus opératif, c'est-à-dire le choix des OS, le choix des plateformes et le choix des applications que vous allez déployer sur ces ressources-là. Voilà, donc ça, c'est très important de commencer par là pour avoir une vision claire de ce à quoi il va falloir faire attention si on veut être conforme, par exemple, sous les réglementations GXP et travailler dans le cloud. Donc, il y a une partie qui est déléguée aux fournisseurs et il y a une grosse partie qui reste de sous votre responsabilité. Donc voilà, donc la synthèse, elle est là. Accès aux services maintenant de sécurité des infrastructures, ça c'est le fournisseur. Protection des données, les contenus, les applicatifs, la configuration qui est très importante. Et bien ça c'est pour vous. Très bien. Donc une fois dit cela, je vais me permettre de vous poser une petite question. Alors il y a un petit système là de sondage qui est fourni par notre outil de webinar. Et donc, on va vous poser la question sur est-ce que vous utilisez déjà une plateforme avec un cloud provider? Et si oui, lequel? Alors, on a mis les trois plus gros, AWS, Azure, GCP. Et donc, voilà, on attend vos réponses. C'est voilà, très bien. Voilà, donc là, j'attends que tout le monde ait terminé de répondre. Voilà, ça bouge plus. Voilà, donc on va le fermer.
Et donc, je peux partager avec vous le résultat de ce sondage. Et donc, vous voyez que celui qui est en tête, c'est AWS. Donc ça, c'est conforme à ce qu'on voit sur le marché. Ensuite, Azure et GCP. Donc, je pense que même sur un panel qui n'est pas très énorme aujourd'hui, on est représentatif de l'ensemble du marché. Ça doit être à peu près ça, je pense. Donc, bah, très bien. Donc effectivement, nous aussi, nous avons plutôt insisté sur AWS Azure, vu que c'est la tendance du marché. Voilà. Hop, je vais fermer le sondage. Merci beaucoup d'y avoir répondu. Et maintenant, je vais laisser la parole à Adam qui va vous expliquer quelle est l'architecture sur laquelle on va travailler aujourd'hui et qui va être notre fil rouge pour la suite des événements. Adam, c'est à toi. Oui, alors rebonjour à tous. Donc nous nous retrouvons sur l'architecture que nous allons utiliser aujourd'hui. Donc c'est une architecture très simple, vraiment très simple. Donc nous allons avoir une machine virtuelle en fait. Et on va utiliser cette machine virtuelle comme instance, comme serveur web. Donc à l'intérieur, on va démarrer un petit serveur Apache qui proposera une petite page HTML toute simple. Et nous allons avoir un backup de cette machine virtuelle à l'intérieur d'un autoscaling group. Donc en fait, l'équilibreur de charge que vous voyez en haut, qui s'appelle Elastic Load Balancer ou ELB en anglais, va voir si la machine virtuelle, qui est dans une certaine zone de disponibilité, est bien lancée, est bien exécutée, est bien en train de marcher. Et si jamais il voit que la machine virtuelle n'est pas bien lancée, il va utiliser une machine virtuelle de backup qui va exactement avoir la même utilité que la première machine virtuelle, sauf qu'elle ne va pas être dans la même zone de disponibilité. Donc c'est pour avoir une certaine redondance des machines et pour pallier au fait qu'il y ait une possibilité, même si elle est très 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 minime, qu'une zone de disponibilité d'AWS soit down. Donc l'équilibreur de charge va se charger de ça et l'équilibreur de charge va être aussi notre point d'entrée. Donc c'est à partir de l'équilibreur de charge qu'on va se connecter à notre machine virtuelle. Et on va avoir aussi une base de données toute simple, toute petite, MySQL. Donc si tu peux passer à la slide suivante. Donc, on va tout de suite passer au modèle. Donc, auparavant, pour déployer une architecture sur le cloud, donc on faisait une certaine liste de spécifications qui est une liste de risques, puis on devait déployer les ressources une à une sur le cloud, puis les paramétrer manuellement une à une. Puis enfin, si jamais on voulait garder un aperçu sur les ressources, on affectait quelqu'un à la surveillance de ces ressources ou à la mise à jour de ces ressources, et on faisait tous les tests manuellement, donc c'est-à-dire qu'on lançait les tests à la main. Et avec les modèles maintenant, on perd toute la création de ressources, paramétrage manuel et l'administration, qui est compris à l'intérieur du modèle, à l'aide de scripts d'installation. Mais on va garder la liste de risques et on va avoir les tests automatisés qui vont se lancer automatiquement dès que le modèle va être lancé, va être déployé, pardon. Donc, on a les procédures d'installation, nos scripts d'installation sous contrôle de version. Et on a les preuves de QI, oui, car les déploiements génèrent certains logs et nous pouvons récupérer ces logs à tout moment. Et nous pouvons aussi faire des tests post-installation si le besoin en est, pour checker si l'application est bien en marche, faire certains tests unitaires, certains tests fonctionnels. Donc oui, les modèles, une solution pour standardiser les déploiements. Donc l'idée générale, c'est de définir des solutions cloud dans des modèles. Donc c'est de définir par exemple l'architecture de tout à l'heure dans des modèles et d'utiliser ces modèles en guise de référence pour tous nos prochains déploiements. Donc par exemple, si jamais on veut déployer l'architecture de tout à l'heure dans un environnement de test avec une certaine taille de machine qui soit petite, on peut le paramétrer dans le modèle, dans les paramètres du modèle, et spécifier que l'on veut déployer ce modèle à l'intérieur d'un environnement test. Et donc toutes les tailles de nos machines, donc par exemple de nos machines virtuelles ou de nos machines base de données, seront de petite taille, et ce qui va nous permettre de faire des tests sans avoir un coût élevé. Et une fois que la phase de test est finie, on peut reprendre exactement le même modèle, mais spécifier cette fois un autre environnement, donc un environnement de validation ou de production, qui va augmenter la taille de nos machines. Donc les services de modèle sur AWS, c'est CloudFormation, et sur Azure, c'est Template. On va aussi utiliser Terraform aujourd'hui.
Mais par contre, on ne va pas déployer sur Azure par manque de temps, donc on va juste déployer sur AWS à chaque fois, sur tous nos exemples. Adam, est-ce que je peux faire un petit commentaire? Je t'en prie. Donc en fait, la transformation là, c'est que quelque part la procédure d'installation, elle se transforme en modèle. Voilà. Le modèle, c'est c'est votre procédure d'installation 2.0, si vous préférez. La discussion qu'on a eue par rapport là avec un axe qui est très GXP. Alors on a ici dans le webinaire aussi des gens qui viennent pas de l'industrie pharmaceutique, donc la réglementation pharmaceutique ça les intéresse pas forcément. Mais ce qui est intéressant avec la notion de modèle, c'est que ça permet de standardiser le déploiement et donc d'industrialiser. Donc quelque part, même pour les gens qui ne sont pas soumis à des contraintes réglementaires, ça apporte un niveau de qualité dans l'installation. Donc tout ça pour dire que ces méthodes et l'utilisation, le recours au modèle, que ce soit des environnements GXP ou des environnements non GXP, on vous encourage vivement, à les utiliser, puisque l'utilisation du modèle va permettre de standardiser et donc la standardisation est souvent un prérequis à l'industrialisation dans ces environnements-là. Voilà. Alors, je crois que j'ai une petite question. Donc la question c'est est-ce que l'on pourrait appliquer la même démarche à des environnements à déployer par des containers, Docker, Kubernetes? A priori, oui. Tout à fait. Tout à fait, vu que le déploiement de ces containers, il se fait aussi vers le même type d'outils. En fait, c'est souvent du JSON ou du XML. Là, on utilise d'autres types d'outils avec, par exemple, Terraform, qui est un outil cross cloud provider qui est pas dédié uniquement à AWS ou à Azure, mais c'est tout à fait le même principe. Donc l'idée étant de spécifier notre infrastructure au sein d'un fichier de déploiement plus ou moins complexe et de le garder sous contrôle de version comme on aurait gardé sous contrôle de version une procédure d'un point de vue Non, mais documentaire. après, je pense que la question, c'est aussi effectivement par rapport à l'utilisation des Docker à proprement parler. Oui, bien sûr qu'on pourrait utiliser ça aussi pour faciliter le déploiement, je dirais, et les QI. Oui, c'est bien vu, Philippe. Oui. D'ailleurs, ça, c'est quelque chose qu'on devrait probablement, il doit faire probablement l'objet d'un autre webinaire. C'est une très bonne idée. Vas-y Adam, tu peux reprendre. Ok. Alors du coup, on va prendre un exemple de modèle. Donc on va créer un serveur Apache accessible sur Internet. Donc ça va être un petit serveur avec une petite page HTML toute simple. Donc on va reprendre la même architecture que tout à l'heure. Donc un groupe auto-scaling avec un ELB standard, une adresse publique avec un nom de DNS associé, un groupe de sécurité qui va nous permettre d'autoriser la connexion sur le port 80, donc le port HTTP, pour pouvoir se connecter à ce serveur Apache et d'une base de données MySQL. Donc on va le faire d'abord avec le service CloudFormation, qui est le service de modèle d'AWS. Donc si on lance la vidéo, on va tout de suite se retrouver sur la console AWS. Donc là, je vais partir sur le service CloudFormation. Voilà, donc là, je vais créer une nouvelle pile avec de nouvelles ressources. Et je vais charger un fichier modèle. Le modèle a déjà été créé au préalable. Et j'ai utilisé l'outil graphique d'AWS pour vous montrer un tout petit peu comment ça marche, l'outil graphique, donc qui s'appelle Designer. Donc on a en bas le code de notre modèle, donc qui est en JSON. Donc vous voyez, c'est un code assez dense avec beaucoup de paramètres, beaucoup de ressources, beaucoup d'indications, et on retrouve tout ce qui est dans le code dans l'outil graphique Designer. Donc là, on peut voir que si je zoome, on retrouve mon security group, mon Elastic Load Balancer, mon instance, donc ma base de données MyDB, mon auto-scaling group avec les différents paramètres de lancement et une alarme CloudWatch qui va me servir à m'envoyer un mail à chaque fois qu'une instance va être démarrée ou éteinte ou arrêtée, pardon. Donc là, je vais tout de suite spécifier les détails de ma pile. Donc je vais choisir la taille d'instance de ma VM.
choisir une clé SSH pour pouvoir me connecter en SSH à ma VM. Et là, c'est là le plus important, je vais mettre mon mail ADN, donc mon mail à moi, pour recevoir les informations de création ou de stoppement de mes instances EC2. Donc mes instances EC2, c'est mes machines virtuelles. Donc là, on voit que la pile est en train de se créer. Donc je vais tout de suite aller sur mon mail, accepter le fait que AWS m'envoie des mails, car c'est pour éviter tout type de spam. Si jamais quelqu'un entre une adresse email pour embêter des personnes. Donc là, on voit que la pile est en train de se créer. Donc ça va mettre un peu de temps car la base de données met assez de temps à se créer sur AWS. Donc on peut voir si on actualise notre pile, qu'on a le redotage et les différentes étapes, donc create in progress, create complete. Et si on va sur l'onglet ressources, on voit toutes les ressources qui vont être créées à partir de ce modèle. Et si la création a été réalisée ou si elle est encore en progrès, donc on peut voir que ma base de données est encore en progrès. Donc là, on voit bien le redotage et la création. Donc là, j'ai reçu un mail car ma première instance a été lancée. Donc je vois l'idée de mon instance, le temps à laquelle elle a été lancée, et je vois la zone de disponibilité qui était EOS2B. Donc EOS2 parce qu'on est dans la région Londres, enfin la région de Londres, et B parce qu'on est dans la zone de disponibilité B. Donc il y a 3 zones de disponibilité à Londres, A, B et C. Donc là, si je vais sur le service EC2 qui contient mon Toscaling Group, qui contient mon Toscaling Group, donc là je retrouve mon Toscaling Group avec la capacité souhaitée d'une instance à 1 et la capacité minimale à 1. Là je retrouve mon instance qui est en service, qui vient de l'état des micros, qui est dans la zone d'activité 2B. Là si je clique sur mon instance, on voit bien qu'elle est en cours d'exécution, que si je clique sur les paramètres de l'instance, qu'elle a un groupe de sécurité associé, qui va autoriser la connexion sur le port 80. Et là, j'ai fait en sorte d'utiliser un autre groupe de sécurité, c'est pour éviter d'avoir 36 000 groupes de sécurité qui fassent la même chose. Et donc là, normalement, je vais retourner sur mon Elastic Load Balancer, donc qui est, rappelez-vous, ma porte d'entrée d'architecture. Donc c'est à partir de l'Elastic Load Balancer qu'on va se connecter à notre serveur Apache, même si l'Elastic Load Balancer en soi va récupérer l'adresse de l'instance qui a été déployée. Donc là, on est sur mon Elastic Load Balancer, j'ai récupéré le nom du DNS, je vais le copier et le mettre sur mon navigateur. Et on voit bien que le serveur a été lancé avec des petites lignes très simples. Et donc là, je vais maintenant arrêter mon instance manuellement pour simuler le fait que la zone de disponibilité tombe en rade. Voilà, donc j'ai mon Elastic Load Balancer va checker en fait toutes les 30 secondes l'état de mes instances. Donc le temps que l'instance s'arrête et le temps que mon ELB refasse le check, il va se passer un certain temps. Donc normalement, j'ai coupé la vidéo. Je crois. Donc là, l'instance est bien arrêtée. Là, l'Elastic Load Balancer va refaire son petit check dans pas longtemps. Donc là, je voulais bien montrer que la zone de disponibilité était 2B. Donc là, si on réactualise hmm. C'est peut-être quelque chose que j'ai oublié de couper ici. Et donc là, je voulais bien montrer que dans l'Elastic Load Balancer, il y a une vérification à toutes les 30 secondes.
qu'il écoute sur le port 80, donc c'est-à-dire qu'à partir du moment où il n'y a pas accès à l'instance, il va se dire qu'il y a un problème. Et donc là, on a toutes les zones de disponibilité dans lesquelles il peut déployer. Donc là, en instance, elle s'est bien arrêtée. J'ai reçu un mail comme quoi elle s'était arrêtée, avec toujours l'heure. Donc là, mon autoscaling group du coup va se charger de recréer une nouvelle instance. Donc si je retourne sur EC2, je vois qu'il y a une nouvelle instance en cours d'exécution qui est en train de s'initialiser. Donc normalement, je vais recevoir un mail comme quoi il y a une instance qui vient d'être lancée, qui a été lancée dans la zone de disponibilité 2A, si vous voyez en bas. Et donc maintenant, je crois que je vais juste remontrer que l'instance a le même groupe de sécurité, voilà. Et que je vais repartir sur ma page web que je vais actualiser et qu'on va voir que le serveur Apache est toujours présent. Là, j'actualise. Donc la page est toujours présente, elle n'a pas été shutdown. Elle a bien pris en compte le fait qu'il y ait une nouvelle instance qui a été créée et que du coup elle devait prendre cette instance-là comme point d'entrée. Donc là, Donc si je là, peux me permettre, hein, ce que vous montre Adam, c'est que en termes de disponibilité, Elastic Load Balancer, donc c'est vraiment le système qui va permettre de garantir la disponibilité d'une application, hein, mais à condition que ça soit paramétré et que ça soit compatible avec vos applications. En tout cas, d'un point de vue qualité, vous, ce que vous devez vérifier ou demander, c'est de vérifier que pour une application alors GXP ou critique, on ait bien ces mécanismes qui sont à votre disposition. Alors là, on l'a montré sur AWS, mais on a quelque chose de tout à fait similaire sur Azure ou même GCP. Donc que les mécanismes sont disponibles pour justement parer à une défaillance d'une machine ou d'un data center, puisqu'une zone de disponibilité, je le rappelle, en fait, hein, ça correspond à un data center. Voilà. Donc en fait, vous voyez que, bon là, Adam, il a été un peu vite, c'est des choses un petit peu techniques, mais ce qu'on voulait vous montrer, c'est qu'en termes de conformité, il faut veiller à ce que l'architecture, elle assure la disponibilité. Si vous avez qu'une seule machine sur une seule zone de disponibilité, vous n'allez pas répondre à la contrainte, je dirais, ou aux exigences réglementaires. Si vous voulez le faire, il faut faire attention à ce que l'architecture en elle-même, elle soit redondante. Et pour ça, la bonne nouvelle, c'est que tout est disponible dans les infrastructures de type cloud. C'est ça qu'il faut retenir dans l'exemple, plus le fait que la procédure classique, hein, elle est transformée par un modèle. C'est plus du papier, faites ceci, faites cela, copier, clic droit, machin, truc. Non, tout ça, ça n'existe plus. Tout ça, maintenant, c'est fait dans un modèle et c'est le service d'infrastructure cloud qui va vous permettre en fait d'exécuter et de créer selon le modèle. Et évidemment, il y a entre guillemets forcément moins d'erreurs puisque il exécute ce qui est dans le code, hein, à condition qu'évidemment le modèle soit également aussi revu. Voilà. Ok. Donc je propose par rapport au temps et au fait qu'on a beaucoup de matière, je propose qu'on passe sur la partie Terraform si tu veux bien, Adam, ça te va? pas de souci. Donc ici, c'était pour vous montrer que la façon de gérer les templates, elle peut être cloud provider oriented. Donc en gros, j'utilise les services soit d'AWS, soit de GCP, soit d'Azure, mais qu'elle peut être aussi cross provider. Donc par exemple avec un outil qui s'appelle Terraform et qu'on va vous présenter ici, qui est le même principe, hein, c'est un outil de script et de paramétrage et qui permet lui par contre de gérer alors n'importe quel type de provider cloud et donc du coup de définir
des architectures que vous pourriez, où vous ne serez plus dépendant en tout cas de la cible finale, si c'est AWS, si c'est GCP ou si c'est Azure. Donc voilà ici l'équivalent de ce que Adam vous a montré tout à l'heure en AWS avec un outil Terraform cross provider. Je te laisse continuer. Donc là, c'est un peu plus de code, c'est un peu plus de lignes de code. Oui, donc c'est très simple. J'ai 4 lignes de commande disponibles avec Terraform. Pour faire simple, j'ai Terraform Init que j'ai fait au tout début, qui va me servir à initialiser mon backend, donc à initialiser toutes mes dépendances, toutes mes librairies. Donc là, j'ai juste la librairie Terraform en fait. Ensuite, je vais Terraform Plan, qui est en fait la planification des ressources que vous allez déployer. Donc là, on va voir que je vais avoir tout ce que je vais déployer. Il va comprendre mon code. Il va faire une première compréhension de mon code. Et il va me dire ce que je vais déployer avec des plus. Et si jamais j'avais déjà déployé quelque chose, il va me dire ce qu'il allait modifier avec des esperluettes. Et si jamais j'avais déployé quelque chose et que je supprimais des ressources, il allait me dire ce que j'allais supprimer avec des moins à la place de plus. Donc ensuite, Donc ça, c'est très important, hein, c'est de comprendre que cet outil-là, il vous permet de faire une analyse différentielle entre un état que vous auriez déjà et un état que vous voulez obtenir. Donc ça, c'est très intéressant pour automatiser des déploiements et pour pas déployer plus de machines qu'il n'en faut ou pour pas reproduire des choses qui existent déjà. donc ensuite, on va avoir la ligne de commande Terraform Apply, qui va servir à déployer cette fois toutes les ressources que vous avez spécifiées dans ce cas-là AWS, mais ça peut très bien être Azure ou GCP. Vous voyez, j'ai même fait l'erreur 2 fois de mettre deploy à la place d'apply. Donc là, il va vous demander un petit yes pour dire que vous êtes bien sûr de le faire. Et donc là, ça va être à peu près comme CloudFormation, la même idée. Il va déployer les ressources et va vous dire quand est-ce qu'il commence à les déployer et combien de temps il va mettre à les déployer. La vidéo est en pause? Non? Non? Donc là, pour les gens en qualité, hein, donc voilà, vous avez bien compris que les procédures d'installation dans le cloud, c'est comme ça que ça se passe. Hein. C'est pas une procédure en papier. Donc voilà, donc là, normalement, j'ai cut la vidéo pour éviter d'avoir tout ce qui est... Voilà. Donc là, j'ai toujours mon adresse, j'ai récupéré mon adresse web à la fin. J'ai bien mes ressources qui ont été déployées sur AWS. Donc là, si j'actualise, voilà, j'ai ma ressource Terraform from script, pardon. Toujours avec les groupes de sécurité. Et donc si je vais mettre toujours avec l'autorisation sur le port 80 de se connecter, là si je mets mon adresse dans mon navigateur, je peux bien me connecter à mon serveur Apache toujours, voilà, avec une petite ligne différente pour bien montrer que le déploiement est différent. Et oui, je l'avais pas montré sur la vidéo d'avant, mais on a toujours notre machine RDS qui se crée à chaque fois. Là, notre machine RDS, c'est la RDS, base c'est de données base en de mode de données, service cloud. Hein. donc là qui s'appelle MyDB. Voilà, voilà pour Terraform. Donc c'était vraiment pour vous montrer un équivalent, enfin pas vraiment un équivalent, mais un autre outil que les services de modèle proposés par les cloud providers, qui sont CloudFormation pour AWS et Template pour Azure. Voilà, merci. Donc finalement, les templates, ça vous permet donc de standardiser et d'automatiser grandement vos déploiements. Donc ça remplace en grande partie les procédures d'install. Ce qu'on a vu, c'est qu'une bonne pratique, c'est de évidemment mettre sous contrôle de version tous ces scripts-là pour assurer le suivi. Et en plus, ce qu'on a vu aussi, c'est que tous ces outils-là vous génèrent à chaque déploiement un ensemble de logs qui vont servir plus tard, on le verra à la fin de ce webinaire, de preuves pour assurer la qualification de l'installation. Donc, on regardera plus tard comment on récupère ces preuves d'installation. Et maintenant, on va donc parler d'une autre partie hein, qui n'a plus
grand-chose à voir avec l'idée de template, mais qui est l'idée de mettre en place de la conformité continue dans le cloud. Et donc peut-être je vais vous poser la question avant qu'on démarre. Est-ce que si vous connaissez cette notion de conformité continue dans le cloud, c'est une notion qu'on essaye de mettre en avant depuis un certain temps au sein de nos webinaires parce qu'elle nous paraît essentielle pour l'utilisation du cloud. Donc, si vous avez la gentillesse de répondre à ce sondage. Ok, très bien, merci beaucoup. Donc ici, alors, j'attends un tout petit peu que, voilà, qu'on ait un panel représentatif. Ok, voilà. Donc ici, je peux partager avec vous le résultat. Donc le résultat, c'est bon, c'est à peu près c'est 50-50, un peu plus de non. Et ben, du coup, la majorité des gens ici vont apprendre quelque chose de nouveau. Donc, je te laisse la parole, Adam, pour nous parler de la conformité continue dans le cloud. Oui. Alors du coup, il y a différents services de conformité continue suivant les cloud providers qu'on a décidé de regrouper en plusieurs niveaux de difficulté. Donc on a tout d'abord les niveaux très simples, les niveaux easy, qui est composé d'AWS Trust Advisor, Security Center et Security Command Center. Donc c'est des services en fait qui vont vous faire où vous n'avez rien besoin de paramétrer. Vous allez dessus et ils vont vous faire des petites indications sur ce que vous pouvez faire pour améliorer la conformité de votre cloud. Donc par exemple, si on va sur AWS Trust Advisor, on a le choix entre avoir un onglet sécurité qui va nous dire quelles sont les failles de sécurité qu'il trouve et nous mettre un état d'importance de cette faille de sécurité. Donc, vert, c'est pour dire que tout va bien, jaune, c'est pour dire qu'il faudrait y prêter attention, et rouge, c'est une faille de sécurité importante. Et cet outil va vous apporter des conseils sans toucher à votre environnement. Il va aussi vous apporter des conseils concernant les tarifs. Si, si jamais il trouve un moyen de vous faire économiser un peu d'argent, il va vous le dire. Et vous pourrez retrouver tout ça dans ces différents services. Donc ensuite, on a les services de difficulté un peu plus élevés, donc les services médiums, qui eux vont être des services de règles, donc AWS Config pour AWS, Azure Policy pour Azure, et beaucoup de services mis en place par GCP pour pallier le fait qu'il manque le service de règles en lui-même. Et donc du coup, ce service de règles, c'est très simple, une règle, on va voir ça dans les slides d'après, mais en gros, vous allez spécifier une règle pour dire je veux surveiller par exemple que tel port ne soit pas ouvert, le port par exemple le port 22 pour SSH, pour la connexion SSH, et si jamais le port est ouvert, ce service va vous le dire regarde ce port est ouvert sur cette instance, sur cette ressource-là. Et suivant le service, soit il va vous le remédier automatiquement, soit il va vous le dire pareil que le premier niveau, un conseil pour y remédier. Et enfin, on a les services les plus durs à mettre en place, où on va utiliser les fonctions en fait pour surveiller tout notre environnement et faire nos propres règles à nous. Donc là, c'est vraiment, on abandonne un peu le terme le fait d'utiliser des services. On va créer nos propres fonctions pour sauver la conformité de notre cloud. Cependant, AWS Config le fait déjà un peu. C'est pour ça qu'on l'a rajouté dans le niveau hard chez AWS, parce qu'il a déjà des règles prédéfinies avec des remédiations automatiques prédéfinies. Donc une règle, qu'est-ce que c'est? Une règle, c'est quelque chose qui va vérifier l'état d'une certaine ressource et qui va vous dire si la ressource est conforme ou non conforme. Donc c'est un contrôleur automatique de conformité. Donc vous pouvez avoir autant de règles que vous voulez à l'intérieur de votre cloud, de votre environnement cloud, et il va vous aider à gérer et organiser la conformité de votre environnement. Donc ensuite, on a les packages de conformité. Donc pour faire simple, c'est des packages de règles, donc un gros paquet de règles, donc qui va avoir le même principe que les règles, sauf qu'au lieu d'avoir une règle simple, vous allez avoir plusieurs règles à l'intérieur de ce package. Donc vous pouvez utiliser des règles déjà existantes et les mettre à l'intérieur de ce package ou en créer. Et vous pouvez affecter
des règles personnalisées que vous aurez mis par exemple dans votre AWS Lambda, donc dans le niveau hard, de niveau hard d'avant, et les mettre dans ce package de conformité là. Et ça permet, comme les règles, de contrôler la conformité de ses ressources. Mais une fois qu'on a exprimé son package, c'est beaucoup plus simple à déployer que de déployer les règles une par une. Ah. Alors, on a ce qu'on appelle la remédiation automatisée. Donc, la remédiation automatisée, c'est très simple. On a une ressource de base qu'on va chercher à vérifier. Donc, on va avoir une fonction de vérification de cette ressource qui va être soit périodique, donc on va lui dire de checker la ressource toutes les 5 minutes, par exemple, soit à chaque changement de ressource, la fonction de vérification va se lancer. Donc, la fonction de vérification va dire que soit la ressource est conforme, et dans ce cas-là, on revient à l'état de base, il n'y a rien besoin de faire. Soit la ressource est non conforme, et dans ce cas-là, il faut faire quelque chose. Et pour faire quelque chose, on va utiliser une fonction de rétablissement qui va rétablir la ressource en conforme, et ensuite on va retourner à l'état de base. Et donc tout ça, ça se fait automatiquement. Donc à chaque fois que la ressource est changée, ou à chaque fois que vous spécifiez un timer à la fonction de vérification. À chaque fois que la ressource est non conforme, la fonction de rétablissement se lance automatiquement. Donc ces outils-là, ils permettent donc de vérifier tous les X temps le fait que votre ressource soit conforme ou non conforme. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça la conformité en continu. Et en plus, on peut spécifier en cas de non-conformité une façon de patcher, donc de retourner à un état conforme. Et donc ça, c'est très utile et c'est très important de déployer ça dans vos architectures cloud parce qu'elles peuvent être très complexes et surtout elles peuvent être changeantes rapidement. Donc ça, c'est une façon de s'assurer que notre architecture ou notre système entier reste conforme au fur et à mesure de son cycle de vie. Donc, on va passer à une petite démonstration sur comment ça se passe dans la vraie vie sur AWS encore une fois. Donc là, on se retrouve sur service AWS config. Donc je vais créer une nouvelle règle qui va checker la taille d'instance qu'on a sur notre environnement, pardon. Donc desired instance type. Donc je pense que pour accélérer un peu le webinaire, parce qu'il est déjà 10h43, on va passer toutes les étapes de configuration. Donc pour faire simple, j'ai juste précisé que je veux des instances de type T2 micro qui est une certaine taille, et que si jamais l'instance elle n'est pas de type T2 micro, il y a une résolution pardon, qui se fasse. Sauf que là, au lieu que ce soit automatique, je vais la lancer manuellement pour vous montrer le service. Parce que si je le faisais automatiquement, on verrait pas, j'aurais eu du mal à filmer les différentes étapes. Donc là, dans notre exemple, on va créer une instance donc qui ne va pas être de taille T2 micro. Donc je pense que tu peux avancer. Qui est de taille T2 small. Donc là, elle va se créer. Donc la création d'une instance met un peu de temps. Donc je pense que tu peux avancer encore une fois. Donc là, l'instance est bien en train c'est bien lancé. Donc on va avoir un check de nos différentes instances présentes dans notre environnement. Et donc comme c'est un check périodique, il va mettre un peu de temps à se mettre en non conforme. Donc ouais, je pense que tu peux aller vraiment vers la fin. Je l'ai mis sur l'autre vidéo, c'est ça. Excuse-moi. Tu passes à la slide suivante, normalement. Ouais. Ah pardon. Ok. Donc là, l'instance c'est bien Donc là, on voit qu'elle est non conforme. Donc ce qu'on va faire, c'est que là, normalement, en remédiation automatique, je n'ai pas besoin de faire cette étape. Donc je vais sélectionner l'instance. Ah oui. Là, j'étais pas bien pour montrer qu'elle était en T2 small. Je vais sélectionner l'instance et j'appuie sur le bouton corriger. Et donc ça, il faut bien comprendre que c'est parce que j'ai décidé de le faire, mais qu'en vrai, on n'a pas besoin de passer par cette étape. Il va le faire automatiquement. Et donc là,
Là, du coup, il va commencer à éteindre l'instance parce qu'on ne peut pas changer une taille d'instance tant qu'elle est allumée. Donc une fois qu'il aura éteinte, il va changer sa taille en tête de micro et il va ensuite la rallumer. Donc si tu arrives vers la fin, on va tout de suite voir qu'elle est en... Là, elle s'est arrêtée, elle a changé de taille, elle est passée en tête de micro, elle se relance et donc du coup, la ressource va passer en conforme après dans notre service config. Donc voilà, une petite présentation du service AWS config. Donc voilà, du check automatisé de règles de conformité plus du patch automatisé ou pas selon les besoins. Là, on a Et pris un donc truc simple sur des tailles de machines, mais on pourrait le prendre sur des environnements, sur des données non cryptées alors qu'elles devraient l'être, sur des ports de sécurité qui sont ouverts alors qu'ils devraient être fermés, etc., etc. Ok, alors en termes de temps, il nous reste une dizaine de minutes, donc on va essayer de traiter ce sujet assez rapidement, mais il est très important puisque ce qu'on cherche à montrer ici, c'est comment on vient se plugger dans donc les pipelines d'intégration et de déploiement continu pour pouvoir assurer la récupération des preuves de qualification d'installation, par exemple. Donc ici, il va vous être présenté un pipe. Donc ça, c'est typiquement ce qu'utilisent les développeurs de nos jours pour déployer et tester de façon automatique leurs applications. Donc l'idée, en fait, c'est de montrer que nous, du point de vue de la conformité et de la validation, on peut venir se brancher quelque part sur ce pipe pour pouvoir récupérer ce qu'il se passe à l'intérieur et récupérer les données qui sont générées et en faire des preuves pour nos opérations de validation et de qualification. Donc ici, je vais te laisser la parole, Adam, mais ici, c'est donc, pour ceux qui ne sont pas forcément très techniques, c'est la façon de gérer les déploiements automatisés ou l'intégration automatisée avec GitHub, donc un outil de versionning très utilisé. Et donc ici, vous allez retrouver un certain nombre d'étapes qui ont été prédéfinies, donc souvent par les développeurs, et qui vont effectuer des opérations. Donc on retrouve exactement les mêmes opérations que ce que Adam vous a montré tout à l'heure à la main, sauf que ici, elles sont exécutées de façon automatique à chaque fois qu'il y a un événement sur le projet, on va dire, pour aller vite. Ok. Donc, vous voyez ici, des fois, ça marche pas. Donc ici, on a par exemple un pipe qui s'est cassé et c'est aussi nous ce qu'on va chercher à suivre. Et puis des fois, l'installation automatisée va bien se passer et donc on aura des pipes qui vont aller jusqu'au bout de leur cycle de vie ou de leur déploiement. Donc là, ici, on a un pipe qui allait au bout de son cycle de vie. Tu veux commenter un peu plus, Adam, là-dessus? Est-ce que j'ai oublié Euh, des choses? non, je pense que tu as tout dit. Et donc Voilà. juste dans cette vidéo, j'avais fait un nouveau commit et un nouveau push à l'intérieur sur mon repository GitHub. Et donc là, on voit que mon nouveau push a bien été build correctement et on voit les différentes étapes. Donc, du coup, si on va sur AWS, on peut voir que mes ressources ont bien été mises à jour comparées aux ressources d'avant. Non, là, je crois que j'avais créé une nouvelle ressource, pardon. En fait, ce qui est important de comprendre pour ceux qui ne sont pas développeurs, c'est que les développeurs avec lesquels vous avez à travailler souvent intègrent de façon automatisée l'intégration de leur code ou le déploiement de leur code, mais ça peut aussi aller jusque le déploiement de leur architecture. Donc, ils codent et puis ils ont besoin au fur et à mesure de déployer des nouvelles architectures au fur et à mesure de l'avancée du projet. Donc souvent, ils vont renvoyer la configuration de leur architecture et son déploiement à du code qui va être exécuté de façon automatique. Donc encore une fois, pour nous, l'idée, ça va être comment est-ce qu'on vient dans ce type d'outils automatisés de pipe récupérer ce qu'il se passe pour pouvoir
assurer la documentation de la conformité. Et donc ici, c'était la démonstration technique de ce qui se passe. Donc ça, c'est parti de façon automatisée et ça déploie une infrastructure exactement de la même manière que ce que vous avez vu précédemment. Et ici, ce qu'on va voir ici, donc ça, c'est dans l'outil Jira, c'est vous montrer qu'en fait, tout ce qui se passe dans les pipes, dans les exécutions automatiques, même au niveau de l'infrastructure, ces outils-là génèrent de la donnée, génèrent des logs, et donc on va être capable de les récupérer de façon automatique. Donc ici, c'est pour clôturer un peu cette idée. Là, je suis dans l'outil Jira. J'ai fait un petit déploiement de projet assez simple où j'ai quelques URS. Donc, le système doit avoir une machine Ubuntu, il doit avoir une base de données, il doit avoir une adresse publique, etc. Et puis, j'ai associé pour couvrir ces spécifications utilisateurs ou spécifications fonctionnelles un certain nombre de tests. Donc ici, vous voyez, c'est les tests que j'ai appelés dry run de déploiement. Donc, c'est la vérification avant le déploiement et le déploiement effectif. Et ici, vous voyez, je retrouve 3 exécutions qui, en fait, sont automatiquement remontées par mon système automatisé pour que je puisse pouvoir les traiter d'un point de vue qualité. Donc ici, à chaque fois que le pipe est lancé, donc les actions sont faites, et bien à chaque fois, il va récupérer des logs et ces logs, il va les garder dans un ticket, ce qui va nous permettre à nous de savoir si le test est passé ou pas, quels sont les specs qui sont couverts par ce test, et donc d'assurer la matrice de traçabilité et d'assurer la gestion des exigences. Donc ça, c'est un tout petit modèle très simple, mais qui peut être passé à l'échelle très facilement. Donc ici, je vous montre ce qu'on peut retrouver dans notre Jira, donc ce qui servira plus tard à faire notre documentation qualité. Donc ici, c'est mon test dry run of development, of deployment. Donc c'est un test automatique. Ici, j'ai un ensemble d'exécutions qui se sont faites. Et sur ces exécutions, des fois ça s'est bien passé, des fois ça s'est mal passé. Et à l'intérieur de ces exécutions, je peux récupérer l'ensemble des logs qui sont mes preuves de mon installation. Donc des fois ça s'est mal passé, mais si ça s'est bien passé, ce sont aussi mes preuves pour la qualification d'installation. Donc les preuves de QI ici, elles sont remontées automatiquement dans un ticket Jira, donc c'est cela que vous voyez. Et donc la documentation finale, elle se prépare au fil de l'eau, en fait, au fur et à mesure du cycle de vie du projet, dès le début, dès son déploiement. Et de même son codage, si on veut. Et puis la matrice de traçabilité et de couverture, donc, elle va se mettre à jour aussi automatiquement, puisque lui, il va être capable de me dire que le dernier test, il est passé, et donc du coup, il couvre bien mes specs montantes. Donc ici, je vous montre un exemple de ce qu'on peut avoir de façon donc complètement automatique. Une fois que j'ai défini mes specs et j'ai défini mes tests et je les ai branchés sur le pipe, ici, je me rends compte que voilà, celui-là, il est passé. Alors, le premier, il était fail, et puis le deuxième, il est passé, donc ça va. Par contre, celui-là, qui couvre aussi la même spec, il est pas passé, il n'a pas été testé. Donc, il va falloir le tester plus tard. Donc, ici, vous avez une matrice de traçabilité qui est générée de façon automatique. Et donc, à la fois pour le suivi au niveau des opérateurs et du développement de projet, et à la fois pour la partie qualité, on essaye de se dire qu'il ne faut pas qu'elle arrive trop en aval de ce qui a été en aval du projet, c'est-à-dire à un moment où on fige le projet et on refait toute la documentation qualité. On essaie d'intégrer dans ces systèmes-là qui sont automatisés la récupération de toutes les données, de tous les logs qui vont nous servir à prouver notre qualification d'installation ou nos tests opératifs, etc., etc. Donc, c'était une façon, en fait, ici, de clôturer ce webinaire un peu technique en revenant vers quels sont les apports de ce type d'outils
aussi du point de vue de la validation et de la qualité. Et donc, j'en ai fini avec ça. Je pense que c'est une bonne façon de refermer ce webinaire. En plus, on a respecté les délais. Donc, il nous reste 5 minutes pour vous parler un petit peu d'ADN et de nos offres. Est-ce que, Philippe, vous voulez prendre la main dessus ou est-ce que vous préférez que je le fasse? Non, mais bon, oui, je veux bien. Je voudrais juste compléter ce que tu disais. Effectivement, ce que vous a montré Gaël avec le Kanban Jira, les exemples, c'est les exemples qui sont plus orientés qualification d'infrastructure. Alors, ça permet de répondre, et je pense que tout le monde a un peu traduit, à l'écueil récurrent qu'on entend par-ci par-là sur l'écart entre le délai sur la qualification et le délai pour installer. Bon, bah là, on voit qu'on fait d'une pierre deux coups, hein, avec ces notions de modèle et ces notions de pipe. C'est-à-dire que ben voilà, on installe, on teste et on remonte le résultat du test. Donc ça correspond quand même à un écueil qu'on retrouve très régulièrement dans beaucoup d'endroits dans l'industrie pharmaceutique, c'est l'écart entre le temps pour faire la qualif et le temps pour faire l'install. Donc c'est le premier élément. Et ensuite, je voudrais également souligner le point que tu as mis en évidence, c'est que là, ce qu'on a montré, c'est pour l'aspect essentiellement QI, mais bien évidemment, et c'est ça, c'est pour ça que là, quand on est sur du cloud, on a forcément, je dirais, on n'est pas très loin de l'agilité et de l'intégration continue. Ben, si on fait de l'intégration continue, ben, effectivement, il faut faire du test en continu et ces résultats de test, ils remontent. Et comme voilà, on vous l'a montré ici avec un exemple. Et que ça soit sur un ERP, que ça soit sur un LIM, que ce soit sur je dirais n'importe quoi. Bon, l'architecture, je pense que sur la redondance, vous avez bien vu. Donc, on a trois volets, hein. On a un volet conseil, service, formation. Dans conseil, bah, effectivement, c'est plutôt cadrage, plan de feuille de route sur une transition cloud. Des audits également aussi fournisseurs pour faire un peu voir un petit peu clair dans les différentes offres. Comment s'y prendre pour faire de la qualification d'infrastructure cloud? Parce qu'on a des contraintes, dès qu'on est dans l'infrastructure cloud, on a des contraintes en termes de rapidité et d'agilité. Donc, il faut pas qualifier du cloud, de l'infrastructure cloud avec du papier, hein. En termes de service, on a évidemment la mise en place des règles, hein, pour la conformité continue. La qualif, on peut vous aider également aussi à définir les modèles, hein, à travers l'automatisation des installations. Voilà, on fait ça à partir de modèles. Vous aider à concevoir une infrastructure cloud, de la coter, voire de la déployer, et dans des environnements GXP ou non GXP. Hein. Enfin, il y a toujours un volet très important sur l'aspect formation, hein, sur la gouvernance, la conformité du cloud, pour que les différentes parties prenantes puissent voilà, se rapprocher. Voilà, il me semble que c'est globalement les offres. Le slide d'après, je ne sais pas. Ouais, c'est le détail, je crois, mais vous Ok. On peut êtes peut-être déjà rentré donner dans le la détail. place à quelques questions quand même si on déborde comme d'habitude, mais peut-être un peu moins que d'habitude. Hein. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que vous avez pu voir, ce qu'on vous a présenté ce matin? Tout vous paraît limpide? Alors, est-ce que vous avez des suggestions à nous faire pour des prochains webinaires? Est-ce que la notion justement de Docker, c'est quelque chose que les uns et les autres vous voudriez voir développer? Je ne sais pas si certains peuvent nous répondre là-dessus. Alors, Il y a quelqu'un qui dit oui. qui dit oui, d'accord, ok. J'arrive pas à lire Philippe. Oui, bah, c'est le même Philippe, on est d'accord. Oui. Ah, pardon. Alors, j'ai une autre question. Ah oui, Philippe. Pardon. Bonjour, Ok. Philippe.
Est-ce qu'il y a des gens qui ont aujourd'hui des projets de mise en œuvre de leur ERP sur de l'infrastructure cloud ou pas? Est-ce que ça, ou du LIMS ou de l'HPLC ou des choses comme ça, ou ça reste pour l'instant d'autres types d'applications? Bon, écoutez, je n'ai pas de réponse pour l'instant. Donc, écoutez, on va essayer de respecter le timing. Vous allez recevoir une petite enquête de satisfaction. Donc, n'hésitez pas à y répondre et d'utiliser ce canal pour y répondre. Alors là, j'ai une remarque intéressante d'un participant qui pourrait intéresser certains. Hein. Il y a un participant qui nous dit qu'effectivement, l'ERP est déjà dans le cloud chez eux. Voilà. Et en production. Donc, pour ceux qui hésiteraient à franchir le pas, sachez que voilà, vous avez déjà des confrères qui l'ont déjà franchi. Voilà. Eh bien, une petite question? Non, pas de question. Eh bien, écoutez, on va rester à ce moment-là dans le timing. Et je vous souhaite une bonne journée à tous. J'en profite pour annoncer notre prochain webinaire où on parlera de validation de systèmes informatisés, mais dans un contexte de dispositif médical. Et je crois que c'est la semaine prochaine, le 13 octobre. Voilà. Si je ne dis pas de bêtises. Donc, Tout à fait. personne ne me reprend, donc c'est que ça doit être ça. Hein. C'est bon. Voilà. Eh ben, Okay. Merci beaucoup de votre participation et puis on reste à votre disposition si vous avez des questions évidemment. Et à bientôt. À bientôt. Merci de votre beaucoup. participation. Au revoir. Au revoir. Et merci Adam et Gaël pour cette présentation. Allez, merci beaucoup. Au revoir. Ouais.